m'appelle Awan Jai, j'ai 26 ans. J'ai fait des études d'histoire, donc j'ai fait une licence, ensuite un master à l'université Paris 7, Paris Diderot, avec une spécialisation en histoire africaine. Et j'ai choisi de travailler donc plus spécifiquement sur un volet de l'histoire du Sénégal, qui est l'histoire des médias. Il se trouve qu'en fait mon grand-père paternel était journaliste. Et en fait c'était l'un des premiers à avoir créé un journal dédié au sport au Sénégal. Et donc pendant toute mon enfance, en fait, mon père m'a beaucoup parlé de son propre père, qu'il aimait beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je m'étais dit que plus tard, pourquoi pas un jour aussi devenir journaliste comme lui, ou en tout cas essayer de perpétuer son héritage d'une manière ou d'une autre. Et d'un point de vue historique, je trouve que les médias sont une bonne manière de prendre la température d'une société, de connaître un peu, comment dire, l'imaginaire social de l'époque, les grandes tendances politiques, de savoir à peu près en fait comment fonctionnait la société à cette période-là. Pendant la colonisation, il faut savoir que dans la plupart des colonies africaines, pour le coup, parce qu'il s'agissait encore de colonies françaises, britanniques ou portugaises, donc la plupart des médias en fait étaient entre les mains justement des puissances coloniales. L'idée c'était de faire de la propagande en fait pour mettre en avant le côté mission civilisatrice, parce que c'était un peu c'était tout à fait en fait la principale justification idéologique pour justifier la présence de ces puissances sur le continent africain. Donc le fait d'avoir, par exemple, je sais pas, construit des routes, des hôpitaux, d'avoir scolarisé quelques indigènes, parce que c'était le terme qui était utilisé pour parler des populations colonisées à l'époque. Ensuite, à partir de 1945, donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, notamment dans l'espace francophone, une libéralisation de l'espace médiatique, où d'autres acteurs ont pu créer leurs propres journaux. Donc principalement ça a été des missionnaires, des syndicats, mais aussi des Africains pour le coup, cette fois, qu'on appelait des évolués. C'était la terminologie de l'époque, donc utilisée par l'administration coloniale pour désigner en fait les Africains qui avaient fait des études à l'occidental. Au niveau de la presse écrite, c'était un peu plus libéralisé, on va dire, à partir donc, de l'après-guerre, mais si on se tourne du côté des médias audiovisuels, donc principalement la radio à cette époque-là, c'était principalement entre les mains de l'administration coloniale. Parce que c'était un média qui nécessitait déjà de grands moyens techniques et financiers que des acteurs individuels n'avaient pas forcément. Et puis pour l'administration coloniale aussi, c'était un outil de propagande qui était assez puissant puisqu'il permettait de diffuser sur de très larges territoires. Les phases de décolonisation ont commencé à partir de la fin des années 1950-1960, ça dépend des pays. Donc les médias étaient avant donc, entre les mains, en tout cas la plupart des médias, entre les mains de l'administration coloniale, et pour le coup en fait il y a eu un changement dans le sens où ces médias ont été entre les mains en fait des États nouvellement indépendants. À cette période-là, les États nouvellement indépendants étaient comment dire, dans une démarche en fait de construire en fait leurs nouveaux États, mais aussi de construire la nation. C'est deux points qui étaient extrêmement importants à cette époque-là, dans des territoires qui, pour beaucoup, étaient constitués de populations qui étaient hétérogènes, qui avaient été un peu forcées à avoir un destin commun du fait de la colonisation. Et dans ce cadre-là, en fait, les médias étaient perçus comme un outil particulièrement efficace pour justement créer un sentiment d'unité nationale. Souvent, le modèle en fait qui était adopté, c'était de rattacher en fait les médias et notamment la radio directement donc à l'État et en fait d'en avoir le monopole tout simplement. Et souvent la gestion de la radio ou de la ou de la télévision était rattachée directement au ministère de l'Information. La radio qui était radio inter-AOF, donc pour Afrique occidentale française, est devenue la radio en fait nationale sénégalaise, donc Radio Sénégal. Les médias devaient servir principalement à éduquer les populations, à les informer bien sûr, et éventuellement à les distraire. Selon qu'il s'agisse de la presse écrite ou de la radio, la situation n'était pas exactement la même. Dans les pays, par exemple, notamment anglophones, où il y avait une certaine tradition de liberté de presse, euh, cette liberté de presse a été plus ou moins maintenue, selon les régimes en place, etc. Et dans les pays où justement il y avait déjà un certain niveau de censure, je pense notamment aux colonies portugaises, pour le coup ça n'avait pas tellement changé. Et pour le coup la radio en fait avait cet avantage que déjà il s'agissait d'un médium basé sur l'oral. Et il faut savoir que la plupart des sociétés africaines, pour ne pas dire toutes, sont des sociétés avec une très forte culture orale, c'est-à-dire que c'était le principal outil de communication en fait. Contrairement d'ailleurs à la propagande coloniale qui
qui justement reposait sur l'idée qu'elle était venue apporter le savoir et la civilisation aux Africains. Il faut savoir que les taux de scolarisation étaient extrêmement faibles à l'issue de la période coloniale. Pas beaucoup de gens étaient capables de lire en fait. Donc la presse écrite, certes, était d'une certaine manière florissante, mais elle s'adressait à un public qui était quand même minoritaire, restreint, qui se limitait grosso modo aux populations donc, qui avaient fait des études. Ça se limitait grosso modo aussi aux zones urbaines. Il y a une période qui a été particulièrement importante entre 1966 et 1974, qui est en fait une période où le Sénégal en fait, s'est retrouvé dans une situation avec un parti unique de fait. Sans rentrer trop dans les détails, en fait, le président Senghor a réussi à manœuvrer de manière à ce que tous les partis d'opposition soient absorbés dans un seul et même parti qui était son parti. La plupart des titres de presse qui étaient des titres de presse qui étaient liés à l'opposition ont disparu pendant cette période, donc de 1966 à 1974, et n'ont subsisté en fait que du coup, la presse d'État, notamment Le Soleil qui était le quotidien national, mais aussi quelques journaux étrangers comme Jeune Afrique par exemple, ou l'Afrique Nouvelle. Donc des journaux qui, grosso modo, en fait, ne critiquaient pas tout simplement le régime en place, sa politique, etc. Et quand c'était le cas, l'État n'hésitait pas à les censurer. Par exemple, j'ai le souvenir d'avoir vu dans les archives que Jeune Afrique a été censuré pendant plusieurs mois, parce que justement, ils avaient fait un article qui critiquait la politique du président Senghor. Donc voilà, durant toute cette période, en fait, l'État avait champ libre, aussi bien au niveau de la presse écrite que de la radio et de la télévision. Et à partir de 1974, en fait, a été mis en place un multipartisme, mais limité, donc qui était limité à 4 partis, qui correspondaient à 4 tendances politiques qui avaient été choisies en fait par le président Senghor. À partir de là, il y a aussi une libéralisation progressive, très timide de la presse, où certains titres de presse d'opposition ont réussi à réémerger, mais non sans difficulté, dans le sens où l'État veille quand même à ce qu'il ne véhicule pas des messages qui soient, comment dire, en tout cas aux yeux de l'État, contre-productif ou dangereux au processus de construction nationale et de développement. Le concept de développement qui était promu à l'époque, notamment par les organismes internationaux, notamment l'UNESCO et l'ONU, a eu un rôle prépondérant. Alors le développement, comment dire, on parle beaucoup de développement encore aujourd'hui, mais à l'époque il avait un sens qui était vraiment assez spécifique. C'était l'idée basée sur la pensée évolutionniste et les théories de la modernisation que les sociétés humaines en fait suivaient une trajectoire vers la modernité, donc étaient dans une démarche en fait de progrès perpétuel, et cette trajectoire en fait était basée sur le modèle occidental, en fait, sur le modèle de développement des sociétés occidentales. Et donc l'idée en fait avec le développement, c'était de permettre aux États nouvellement indépendants de suivre cette même trajectoire. Et donc dans ce cadre-là, en fait, les médias étaient perçus comme des instruments particulièrement forts, particulièrement puissants pour justement mettre en place ces politiques de développement, qu'ils soient sociales, économiques, politiques. Et c'est une notion de développement qui, pour le coup, faisait l'objet d'un consensus à ce moment-là, mais qui très vite a été critiquée par certains intellectuels, notamment à partir des années 1980-1990, où on a vu justement que ces politiques de développement n'étaient pas aussi efficaces que ce qu'elles prétendaient. Et il y a aussi également, comme je le disais, en fait, toute l'idéologie derrière cette pensée évolutionniste qui a été fortement aussi critiquée, dans l'idée qu'il y aurait un retard à rattraper vis-à-vis de l'Occident, qui se place en fait comme un référent universel, sauf que ce n'est pas le cas. C'est une forme d'ethnocentrisme en fait. À partir des années 90, il y a eu on va dire une nouvelle vague, un changement d'air dans le paysage médiatique de beaucoup de pays africains. Il y a eu en fait une exigence d'une part de la part des populations africaines elles-mêmes, mais également aussi des institutions internationales et d'anciennes puissances colonisatrices, de mettre en place des régimes qui soient beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus ouverts au pluralisme. Je pense notamment au célèbre discours du président François Mitterrand, le discours de la Baule, qui a été prononcé en 1990, et qui en fait conditionnait désormais l'aide apportée aux pays africains à la mise en place de régimes beaucoup plus démocratiques. Alors que pendant la période de la guerre froide qui venait en fait tout juste de s'achever, les aides qui étaient apportées à ces pays-là étaient plutôt conditionnées par le fait de se mettre dans le camp communiste, donc de l'URSS, ou plutôt dans le camp occidental. Donc on a vu des mouvements au niveau national,
pour justement demander des changements au niveau de la Constitution, etc. Cette libéralisation politique a permis l'émergence d'une presse privée, notamment une presse écrite privée. Et au niveau de la radio et de la télévision, cette libéralisation a mis un peu plus de temps à se mettre en place, tout simplement parce que le fait de mettre en place tout un réseau de télévision et de radio demande des moyens financiers et techniques qui sont extrêmement importants. Et il se trouve aussi que à ce moment-là, la plupart des États africains, je pense notamment à l'exemple du Sénégal, étaient encore assez réticents à l'idée d'ouvrir leurs ondes à d'autres radios concurrentes ou à d'autres chaînes de télévision concurrentes. Mais ça a permis en tout cas, durant toute cette période, d'avoir donc une presse privée beaucoup plus qui donne la parole en fait à une plus grande diversité d'acteurs, qui apporte des sujets qui collent un peu plus à, comment dire, au quotidien des populations, avec des journaux qui parfois étaient écrits dans les langues vernaculaires, même si dans les anciennes colonies françaises, anglaises, etc., donc le français et l'anglais dans la plupart de ces pays sont les langues nationales, la plupart des gens en fait maîtrisent mieux, et c'est ce qui est naturel, leur langue de naissance, donc la langue de leur population d'origine en fait. Et donc ça a permis d'avoir une presse qui s'adresse un peu plus directement en fait aux populations, à leurs centres d'intérêt, quitte à être parfois un peu plus désinvolte, un peu moins rigoureux, avec des prises de position effectivement qui sont un peu plus prononcées, voire carrément partisanes. Mais en fait, ça a permis vraiment de donner un nouveau souffle au paysage médiatique qui était un peu austère en fait avec le monopole d'État qui faisait que en fait on n'avait qu'une seule parole, donc une seule manière de penser, un seul point de vue sur les problèmes et les enjeux de la société. Alors contrairement à ce qui se fait le plus souvent dans les pays occidentaux, c'est-à-dire avec une famille nucléaire, juste les parents et les enfants, dans les sociétés africaines, il faut savoir que c'est un peu plus ouvert, c'est vraiment un modèle de famille élargie. Et les gens en fait ont tendance à regarder ou à écouter les médias de manière collective. C'est-à-dire que, par exemple, dans un quartier, tu vas avoir une télé pour tout le quartier, et tous les gens vont se regrouper autour du même poste pour regarder la télé ou pour écouter une émission de radio. Pour un poste de télévision ou pour un poste de radio, tu vas avoir plusieurs dizaines de personnes. Donc ça va faire que ce média, donc, qui était à la base un média qui était quand même assez élitiste, dans le sens où il coûtait très cher, et on le retrouve uniquement dans les grandes villes, va finalement commencer à se populariser, à se démocratiser. Alors je dirais que depuis la libéralisation dans les années 1990, rares sont les pays où il y a vraiment encore uniquement un monopole d'État et pas de presse privée. Enfin, je dirais même qu'il n'y en a pas encore, enfin qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Et je dirais que le paysage médiatique, effectivement, aujourd'hui est assez florissant. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple d'avoir son propre journal, de devenir journaliste. D'ailleurs, parfois au dépend de la déontologie et du rôle du journaliste dans la société, dans le sens où pas mal de gens deviennent journalistes sans forcément avoir une formation adéquate derrière, ce qui donne parfois lieu à des journaux avec une qualité qui est assez médiocre en fait, il faut le dire. Mais bon, ça permet en tout cas au moins de donner la parole à un plus grand nombre d'acteurs. Et là, avec l'émergence des réseaux sociaux, ça a pris encore une autre ampleur, dans le sens où, effectivement, de plus en plus de gens ont accès à Internet. Alors même si l'Afrique reste, je crois, le continent où le taux de pénétration d'Internet est le plus faible, si on prend la population dans son ensemble, une population qui maintenant, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, est fortement urbanisée, euh, énormément de gens ont accès à Internet, mais principalement via mobile, et pas via les ordinateurs, comme ça a été le cas d'abord en Occident. Et donc là, avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, maintenant TikTok, plus récemment, ça permet à des acteurs qui du coup n'étaient même pas dans le paysage médiatique, n'étaient pas journalistes, n'avaient pas de formation, donc vraiment une personne lambda en fait, d'avoir donc accès donc non seulement plus facilement à l'information, mais également de pouvoir produire soi-même alors je ne dirais pas une information, mais en tout cas de pouvoir exprimer son opinion. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a vu là ces dernières années que quand il y a eu des crises politiques dans pas mal de pays africains, je pense au Sénégal, je pense au Cameroun, entre autres, hein, que l'un des premiers réflexes des États, des gouvernements, ça a été de couper Internet ou de couper les réseaux sociaux. Justement parce que c'était aussi un outil, non seulement pour diffuser l'information, mais qui permettait aussi aux gens de s'organiser justement pour manifester, pour mener une forme de résistance. Les réseaux sociaux, quand on y pense, en fait, ça fait à peine une dizaine, une quinzaine d'années maximum que ça existe, ça a déjà une ampleur qui est phénoménale. Et donc je pense que dans l'avenir, ça sera amené à jouer un rôle encore plus important. Alors après, là, l'effet pervers, du coup, c'est comme je le disais, c'est la question un peu de
de la formation, enfin la même question qu'on retrouve aussi dans le journalisme, le fait qu'il y ait pas mal de journalistes qui ne soient pas forcément très bien formés au métier, ce qui fait qu'on a beaucoup aussi de problèmes de fake news, mais bon, ça c'est un problème qu'on retrouve aussi un peu partout dans le monde, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui, comme Africa Check, qui a été fondée, il me semble, en Afrique du Sud, qui justement œuvre à faire du fact-checking en fait dans la plupart des titres de presse africains. Après, on a aussi des initiatives nationales du genre Congo Tchèque. Et l'un des problèmes aussi du journalisme en Afrique, c'est le manque de moyens financiers. Il faut savoir que beaucoup de journalistes exercent leur métier dans une grande précarité. Cette précarité, justement, malheureusement, en fait des proies faciles pour la corruption, en fait. Une expression qu'on utilise justement dans certains pays, c'est le journalisme à enveloppe brune, pour désigner le fait que pour écrire certains articles ou pour changer l'angle d'un article, etc. Les journalistes reçoivent des enveloppes brunes, donc des enveloppes en fait qui sont remplies d'argent pour répondre aux attentes des personnes qui leur ont donné cet argent. À côté de ces titres privés, la presse étatique a continué d'exister. Donc on retrouve toujours les chaînes de télévision nationales, les radios nationales et certains titres de presse nationaux également. Justement, l'enjeu pour ces titres de presse nationaux, c'est justement de composer avec la concurrence et de ne pas se laisser justement écraser par une presse qui justement a un ton beaucoup plus libre et beaucoup plus franche. Donc la question aussi du renouvellement de comment dire, de la presse étatique qui est à la base pensée comme un service public, c'est également un enjeu clé. Parce qu'encore aujourd'hui, si on regarde les chaînes de télévision africaines, on constate que entre maintenant et les années 70, il n'y a pas eu de grands changements dans le sens où, par exemple, c'est des JT qui sont extrêmement longs, qui font grosso modo la propagande de l'État, en fait, qui reviennent sur les déplacements présidentiels, les discours de tel homme d'État, de tel ministre, etc. Et qui ont... Enfin, on sent vraiment qu'en fait, ils font encore preuve de langue de bois et qu'ils n'ont pas forcément changé leurs habitudes dans la matière. Ce qui fait qu'effectivement, les gens ont plus tendance à se tourner vers la presse privée pour s'informer et les réseaux sociaux que vers la presse d'État. En tout cas, il faudra vraiment miser sur la formation des journalistes, sur les moyens qui sont alloués à tous les métiers liés à l'information, pour éviter justement les problèmes liés à la qualité déjà des informations qui sont fournies, mais également à la corruption. Et puis que tout simplement, en fait, que les États respectent la séparation des pouvoirs, respectent la liberté de presse, ne pas faire comme c'est le cas dans pas mal de pays aujourd'hui, des télévisions nationales, ou en tout cas de la presse nationale de manière générale, des outils de communication, des outils de propagande, qui laissent vraiment aux médias en fait leur rôle d'information et quelque part en fait même si l'expression est discutable, de quatrième pouvoir, pour que ces médias puissent exercer véritablement un quatrième pouvoir, ils ont besoin de plus de moyens et aussi d'une conscientisation de la population sur les questions sur la différence entre journalisme et communication. Il faut savoir que au moment des indépendances, les puissances colonisatrices n'ont pas quitté les territoires du jour au lendemain en laissant tout en plan. Donc les puissances colonisatrices en fait ont continué à exercer une influence, plus qu'une influence même, pour le coup, une présence qui a été extrêmement forte. Pour revenir sur la télévision et la radio, dans le cas du Sénégal, la France a joué un rôle qui a été crucial en fait, non seulement dans la mise en place des équipements nécessaires à l'extension des réseaux de radio et de télévision, mais également dans la formation des journalistes, la formation aussi des agents techniques, et aussi au niveau de la création des programmes. Il faut savoir que le fait de produire en fait un programme télévisé coûte extrêmement cher. Au moment du lancement de la télévision nationale en 1972, en fait, la France a fourni, pas qu'en 1972 d'ailleurs, dans toutes les premières années d'existence de la télévision, a fourni des programmes qui étaient diffusés au sein de la télévision française, au Sénégal, pour qu'il les diffuse à son tour sur ses ondes. D'autres acteurs aussi ont cherché à contribuer, mais dans leurs intérêts bien sûr, à la mise en place de la télévision, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, en fournissant des programmes, en apportant une aide technique, en formant les journalistes, etc. Parce qu'effectivement, il y avait un véritable enjeu géopolitique. En fournissant des programmes de son propre pays à des pays étrangers, forcément, ça permet de s'assurer une présence en fait visible dans ces pays-là. Et en apportant son aide, on devient donc un partenaire privilégié dans le domaine des télécommunications, et on peut éventuellement devenir un partenaire dans d'autres domaines. Si on reprend l'exemple de la France, il faut savoir que dans ces anciennes colonies, l'indépendance de ces pays-là était conditionnée en fait à la signature d'accords de coopération. Concrètement, en fait, ça a permis à la France de maintenir non seulement une influence, mais une dépendance de ces pays vis-à-vis
d'eux-mêmes, en fait, de la France. Et, et donc, en fait, le domaine des télécommunications était un domaine parmi tant d'autres. Sur le plan militaire, sur le plan économique, etc. Les accords de coopération, en fait, englobaient quasiment tous les secteurs. Je dirais qu'aujourd'hui, l'influence des anciennes puissances colonisatrices est moindre par rapport à l'influence qu'elles avaient, par exemple, dans les années 60 et 70, dans le sens où, effectivement, comme à l'époque, il s'agissait de médias étatiques, principalement, c'était beaucoup plus facile, en fait, de composer directement avec les États en question, et donc de s'assurer, en fait, une place dans le paysage médiatique. Mais aujourd'hui, comme on a une grande diversité d'acteurs, c'est beaucoup plus difficile pour ces États-là d'avoir une influence directe, mais ce qui ne les empêche pas, notamment au niveau de la question du financement, d'avoir toujours une influence, sachant que, par exemple, la France a des médias qui sont... Enfin, dont la principale cible, en fait, est l'Afrique. Je pense notamment à RFI, Radio France Internationale, qui a été créée dans les années 80, justement, pour une audience principalement africaine, et qui aujourd'hui a encore énormément d'auditeurs, même si avec les récents événements au Mali, notamment, et au Burkina, pour t'expliquer rapidement, RFI, en fait, a été coupé dans ces pays-là. Mais grosso modo, ça reste quand même une référence dans. Enfin, le média de référence dans beaucoup de pays francophones, de même pour France 24 par exemple. Et puis il y a d'autres acteurs aussi qui rentrent en compte. On parle de plus en plus de la Chine, qui également aussi a ses propres médias en Afrique, ou qui finance des médias, notamment des radios et des chaînes de télévision. Pareil pour la Russie. Le rôle en fait des médias dans ce cadre-là, c'est vraiment d'accompagner aussi toute une politique plus globale d'influence de ces pays, de comment dire, de s'assurer en fait une place au soleil, pour le dire un peu de manière un peu vulgaire, dans ces pays-là, quoi. La France a encore, quoi qu'on en dise, en fait, son mot à dire dans les politiques internes de ces pays-là. Un point qui serait pas imaginable dans d'autres pays à travers le monde. De même sur le plan économique, t'as énormément d'entreprises françaises qui sont implantées dans ces pays-là et qui ont souvent le monopole dans leur domaine. Je pense par exemple dans le domaine des télécommunications à Orange, qui est fortement implanté dans les pays d'Afrique francophone. Au niveau de l'éducation aussi, enfin d'ailleurs que ce soit au niveau de l'éducation ou même au niveau des systèmes politiques, ça a été une sorte de reprise en fait de la constitution française, du monde de fonctionnement français. Tu peux par exemple, enfin, tout bêtement, tu retrouves des institutions genre Pôle emploi, la caisse des dépôts, etc. Des institutions françaises qui ont en fait été calquées donc en France et qu'on retrouve dans nos pays. Et t'as parlé du Mali et du Burkina Faso. Est-ce que tu penses que genre on va vers une fin de l'influence Une rupture, bah des Occidentaux? en tout cas ces pays s'engagent, enfin semblent s'être engagés sur la voie d'une rupture, peut-être pas définitive, mais en tout cas des relations avec la France, donc d'une relation asymétrique, relation qu'on peut résumer par l'expression de France-Afrique ou de néocolonialisme. Alors je pense que leur but, c'est plutôt de, comment dire, pas forcément, comme je disais, une rupture définitive, mais vraiment en fait j'allais dire de changer le game, tu vois. Enfin, en fait, de changer les règles du jeu, et que si à nouveau ces pays ont des relations avec la France, que ce soit des relations qui soient véritablement d'égal à égal, et non pas une relation qui est totalement déséquilibrée et qui se fait principalement en fait au profit de la France, quoi.